Bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour bien-aimés téléspectateurs. C'est pour vous, téléspectateurs, c'est pour vous que nous sommes là chaque semaine à ausculter, diagnostiquer, expertiser ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe chez nous. Et j'espère que vous êtes satisfait du travail que nous faisons, n'est-ce pas Daniel? Oui, et puis chaque fois on découvre de nouvelles choses, on ne s'ennuie jamais. Ouais. D'accord. Et donc je profite de ce que Christian est en face de moi pour lui dire que grâce à lui, nous avons passé à l'amphithéâtre Michel Louis un hommage à Paul Rosine plein d'émotions. Et vraiment, c'est important. Et l'amphithéâtre était archi Bon Dieu. comble. Comme était la médiathèque la semaine passée, Tout voilà, à fait, Mantin. tout à fait. Et comme le sera. Et comme devra l'être effectivement ce soir l'Office culturel Mais de la ville du Robert. Malheureusement, au moment où les gens verront l'émission, ça sera la dernière, Oui, c'est ça. ça sera la dernière édition. Merci beaucoup en tout cas. Et j'ai une pensée forcément pour la famille Rosine. Madame Rosine nous a fait l'honneur d'être là avec ses filles. Avec un texte magnifique. Avec un texte magnifique, plein d'émotions. Et puis voilà, c'est une satisfaction de voir comment les gens ont répondu à cet hommage. En fait, vous avez une mission de service public? Ah, je ne sais pas. Au comité martiniquais de la musique. Parce que j'ai vu que sur les photos, il y a le petit sigle du comité martiniquais de la musique. Oui, enfin, moi je rappelle, pour éviter toute ambiguïté, que bon, ça peut être présomptueux un peu, mais c'est une association que nous avions créée il y a 15 ans, peut-être, pour aller au Midem, parce qu'on voulait représenter. Et puis, cette association continue à vivre. Et elle continue par le festival Begin Jazz. Oui, elle matérialise un certain nombre d'actions dans la promotion culturelle de notre. Et il y en aura d'autres d'ici le prochain festival. On verra, tout à fait. Bon, écoutez, ça c'était une émission qui parlait de la disparition de notre cher. Et moi, je vais commencer à quelque chose de peut-être pas très gai, mais je pense que parfois il faut être solennel. C'est un texte que vous lisez, c'est un texte de François Ponsard qui a été écrit le siècle que je vous lis maintenant. Il dit la chose suivante, c'est à propos de la guerre, je ne fais pas de surprise. Il dit la chose suivante: je voudrais voir les gens qui poussent à la guerre sur un champ de bataille à l'heure où les corbeaux crèvent à coups de bec et mettent en lambeaux tous ces yeux et ces cœurs qui s'enflammaient naguère. Tandis que flotte au loin le drapeau triomphant et que parmi ceux-là qui gisent dans la plaine, les doigts crispés, la bouche ouverte et sans haleine, l'un reconnaît son père et puis l'autre reconnaît son enfant. Alors je voudrais les voir lorsque dans la mêlée, la gueule des canons crache à pleine volée des paquets de mitrailles au nez des combattants. Les voir, tous ces gens-là, prêcher leur théorie devant ces fronts troués, ces poitrines meurtries, d'où la mort a chassé des âmes de 20 ans. Alors on peut discuter de est-ce qu'on va livrer des chars, est-ce qu'on ne va pas livrer des chars, que les drones que celui-là utilise reviennent d'Iran, etc. Mais c'est ça la réalité, cette odeur de sang, de putréfaction qui existe dans les appartements que l'on bombarde et aussi, pareil, dans les villages africains aussi que les pirates empreints de soi-disant religiosité massacrent. Bon, mais enfin, bon, c'est pas trop grave. Continuons sur des choses un peu plus peut-être positives, dynamiques. Ouais. Ah non, c'est toujours trois sur l'IVG. Le Sénat, à majorité de droite, c'est très bref, a voté mercredi soir en faveur de l'inscription dans la Constitution de la liberté de la femme et de recourir à l'IVG, et non pas du droit de recourir à l'IVG. Le commentateur de cette brève, de l'article dont je m'inspire, explique que grâce à ça, le texte pourra prospérer, grâce à la vette que l'on connaît au Parlement. C'est encore moi? Oui, toujours, ChatGPT. Ah oui, oui. Alors, nous avons parlé de l'assistant virtuel ChatGPT, qui a été lancé, ça fait quelques mois, en novembre 2022 précisément. Oui. Et qui a attiré d'ici là, depuis cette date, 1 million d'utilisateurs en seulement 5 jours. Ce robot conversationnel basé sur l'intelligence artificielle peut produire des textes semblables à ceux qui sont écrits par des humains, faire des articles, des poèmes, des travaux universitaires. Mais il y a aussi des logiciels qui peuvent établir la provenance des textes et contrer l'usage frauduleux qui peut être fait de GPT. La traduction également, l'écriture de code informatique. Alors, ne me demandez pas ce que c'est que code informatique, bon, pas ça. Mais c'est apparemment quelque chose de très compliqué. Et même résoudre des équations mathématiques. Tu mets une équation mathématique pour ChatGPT, il te donne un BV2 et dessus. Bref. Selon le fondateur de Microsoft, Bill Gates, c'est la chose la plus extraordinaire pour cause, parce que c'est lui le patron de Microsoft.
qui a créé qui est la société, naturellement, qui a inventé Chat, qui promeut ChatGPT, et que ce serait le plus grand événement technologique de ces dernières années et qui pourrait remplacer dans un futur proche de nombreux emplois. En tous les cas, c'est peut-être un grand événement technologique, mais c'est un grand événement commercial parce que depuis, tout le monde est au boulot, il y a des offres, et puis aussi, c'est aussi moulin à moudre des articles pour les journalistes. Voilà. Oui, ben je crois que c'est à moi. Ah non, attends, c'est intéressant. J'ai posé une question à ChatGPT. Alors, j'ai dit, c'est quoi la montagne Pelée? Écoutez bien, ils me disent, la montagne Pelée est une ancienne chaîne de volcans qui domine la ville de Fort-de-France et constitue l'une des régions les plus hautes de Martinique. Ça, c'est vrai. Elle est célèbre pour avoir été le premier volcan de la péninsule à entrer en éruption en 1902. C'est pas vrai, il était déjà rentré. Bref. Bon. Oui, Emmanuel a dit ça la dernière fois, que ChatGPT a des erreurs. Il y a des imprécisions. Voilà. On va attendre un petit peu avant d'aller mettre 9 €, 10 € par mois. En attendant, aller sur Google, poser des questions, puis faites travailler votre cerveau pour poser correctement la question et avoir les bonnes réponses. Ce qui est plus difficile. Oui. Voilà. Oui. Daniel, c'est à toi. Oui, alors, à propos de la réforme de la retraite, mais sur la question de la procédure. Nous avons eu l'occasion ici de parler à plusieurs reprises, lorsqu'il s'était agi du budget et de la loi de finances de la sécurité sociale, de parler du 49.3, en disant le gouvernement faute de majorité absolue. Et donc, je crois qu'on s'est familiarisé avec ces questions, on a bien compris. Et puis, mon de définir, puis ça. Oui, mais alors, non, il faut bien retenir. Il y a deux choses qu'il faut retenir. C'est que le 49.3, en ce qui concerne les questions budgétaires, peut s'appliquer autant de fois que nécessaire. Yes. En question budgétaire, le gouvernement n'a droit qu'à un 49.3. Pour pouvoir légiférer au-delà du Parlement et par ordonnance. Non, au Parlement. On a omis de dire à quoi ça sert le 49.3. Il faut rappeler aux gens. Oui, le 49.3 permet d'adopter un projet de loi présenté par le gouvernement sans qu'il y ait un vote. Voilà. Donc, alors ça, on pensait que une fois épuisé le budget de la sécurité sociale et le budget de l'État, on en avait fini au 49.3. Sauf qu'il reste encore une possibilité, puisqu'il a une possibilité par session. Et là, s'agissant de la retraite, il y a un deuxième article qui fait son apparition, c'est le 47.1. Et le 47.1 veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un temps donné, maximum 50 jours, pour faire tout le circuit parlementaire, c'est-à-dire l'Assemblée, le Sénat, la commission parlementaire. Toujours s'agissant de questions de sécurité sociale. Non, le 47.1 peut s'appliquer en d'autres cas. Mais sur la sécurité sociale, pourquoi on parle de sécurité sociale? C'est parce que la réforme des retraites est portée par une loi rectificative de la sécurité sociale et que donc elle permettra d'utiliser une nouvelle fois le 49.3. Et donc, c'est dans ce sens que beaucoup de commentateurs disent que c'est une violation de la démocratie, peut-être même une atteinte à la démocratie, parce qu'a priori, les questions du budget rectificatif de la sécurité sociale ne concernent que la sécurité sociale, alors que là, on est dans les retraites. Bref, c'est pour signaler que, au niveau procédure, comme le gouvernement n'a pas de majorité, il utilise toutes les astuces possibles procédurales pour essayer de passer la loi. Ce qui veut dire que le Conseil constitutionnel peut... De toute façon, le Conseil constitutionnel devra se prononcer. Oui, mais qu'il peut valider. Ah, de toute façon. Voilà. Et ça veut dire aussi que, encore une fois, des dispositions aussi importantes que celles de la retraite pourront être prises sans loi. Ah ben c'est quand même une loi, et puis c'est quand même prévu par la Constitution. Sans consultation des représentants du peuple, je veux dire. Oui, c'est quand même une loi, tu as raison, autant pour moi. C'est une loi, il y a 50 jours de débat, donc, et c'est prévu dans la Constitution, c'est limitatif. Alors, disons que c'est limitatif. C'est vrai, c'est ça la difficulté du droit. Sans que ce soit le résultat de la consultation des représentants du peuple. Sans que ce soit le résultat. Si, ils sont consultés, ils ont 50 jours pour s'exprimer. Donc on ne peut pas dire. Oui, mais la loi ne sera pas le résultat de leur consultation. Sauf si on arrive à un Je vous donne consensus. un exemple des ergoties et le mot vulgaire, peut-être, on va dire des subtilités du droit. Mais continuons. C'est vrai qu'on est entré dans un débat de spécialistes, ça ne va pas. C'est qui après? C'est Christian. La fin des mesures sur le Covid. Je peux y aller? Oui, mais au galop. Non, il faut effectivement partager cette information qu'à partir du 1er février, le gouvernement a mis fin à 2 mesures systématiques
dans le cadre de la lutte anti-Covid. Hein. La première, c'est la fin de l'isolement systématique. Et puis la seconde, c'est la fin de l'obligation de dépistage pour les cas contacts. Ouais. Alors, ce sont deux mesures qui en sont prises. Pourquoi? Parce qu'il y a un environnement qui le permet. Il y a un environnement de décroissance significative du Covid et qui fait que, autant en France métropolitaine qu'en Outre-mer, ces mesures qui sont beaucoup plus légères sont appliquées. Je crois que c'est aussi une mesure qui est globale, enfin, au niveau... Au niveau européen, je crois, européen, effectivement, que semble-t-il. Mais c'est vrai que c'était pénible. Hein. C'était très, très pénible, cet isolement, Absolument. et puis ensuite les tests pour les cas contacts. Si tant est qu'il était respecté. Oui. Tout de même, oui. enfin, Mais il était dérespecté parce qu'il était au moment le pénible. plus chaud. La Fédération nationale des affaires est venue se réunir en Martinique en conseil d'administration, on va dire, décentralisé, quoi. Et ils se sont retrouvés avec nos agriculteurs locaux pour discuter un petit peu des problèmes de l'agriculture. Et c'est Nicaise Monros qui a pris le relais des débats pour parler d'autonomie alimentaire. Et il a expliqué, on en parle beaucoup, l'autonomie alimentaire. On va en parler d'autant plus que, je fais une parenthèse, que M. Darmarin, à l'occasion d'un colloque organisé, je ne sais pas par qui, par le Point, a dit vous serez autonome lorsque vous serez autonome, lorsque vous pouvez vous nourrir, en deux mots. Je caricature ce qu'il a dit, mais est-ce qu'il a si tort que ça? Je ferme la parenthèse. Donc M. Nicaise Monros, dont on voit l'image peut-être, a précisé que la politique de la CTM consiste à faire en sorte que le score de la production locale sur le marché local c'est évident que ça sur le marché local s'améliore, et qu'actuellement nous ne sommes qu'à, alors je reprends les chiffres, 30-35% de la production, 30-35% de la production végétale. C'est-à-dire que quand on mange 100 légumes, il y en a 30-35 qui sont faits par nous, et 20% pour la production animale. Quand nous mangeons 100 bœufs, il y a 20 bœufs, 20 bœufs, sérieux, un bœuf, des bœufs. Bon. Pour augmenter ce score, il est nécessaire, dit-il, de remettre en production certaines terres agricoles abandonnées. OK. Surtout d'améliorer l'installation des jeunes agriculteurs. OK. Ce qui passe aussi par l'agroécologie. C'est-à-dire, oui, pour intégrer l'agroécologie, je suppose que c'est une agriculture écologique, saine, etc., sans pesticides ou usage modéré. Je pense que c'est ce que ça veut dire, pour intégrer un maximum de production et pour redonner confiance aux consommateurs. Ah oui, frère, parce que le chlordécone, bagage là chaud. Les filières de diversification. Alors, une chose que j'ai appris, c'est que les filières de diversification, lorsque leur production augmente, voient leur aide diminuer. Au contraire des grosses productions que je ne citerai pas, parce qu'on va dire encore que je suis contre ceux qui les mènent, contre ceux qui les portent. Il estime, et je reprends ces mots, que justice doit être établie entre les filières de production. Je te passe le relais, Daniel. Oui, alors là, pour une brève concernant le CESE, alors c'est le Conseil économique, social et environnemental national, hein, qui a fait un rapport qui préconise qu'il y ait une modification de la législation concernant le cannabis pour qu'il y ait une légalisation du cannabis récréatif à usage personnel. Et donc, il préconise qu'on ne poursuive pas sur le plan pénal des personnes qui consomment ou qui produisent du cannabis à titre personnel. Alors, à titre personnel, c'est un peu compliqué de savoir où c'est la limite du personnel. Et ensuite, il propose une refonte totale de la législation sur le cannabis. Alors, il s'est beaucoup inspiré pour son rapport de l'exemple du Canada, qui développe cette politique de légalisation du cannabis. Ouais. Je dirais à voir, à suivre. Et il y a un maire qui s'est proposé pour... Ah oui, alors tout à fait. Alors, c'est le maire de Bègle, hein, donc on voit la mairie qui s'affiche. Le maire de Bègle a dit on est prêt à être commune expérimentale, puisque on est capable de le faire. Donc par conséquent, il s'est proposé. Il faudrait quand même qu'on étudie, je ne me suis pas penché sur la question, sur pas les succédanés, mais enfin les produits dérivés du cannabis qui sont utilisés, qui sont vendus. Il y a même des boutiques qui a de la... Oui, alors ça, c'est pas pareil. C'est pas la molécule qui est nocive. Voilà. Alors, bon, je dis le titre, hein, l'horloge de l'apocalypse. C'est chaud. Alors, c'est chaud. Oui. Je vais le lire, d'ailleurs. Tes téléspectateurs, écoutez bien. D'après l'horloge de l'apocalypse, la fin du monde n'a jamais été aussi proche.
Ben, la chose. L'horloge de l'Apocalypse indique le temps symbolique qui nous sépare de la fin du monde en prenant notamment en compte les menaces climatiques et les risques nucléaires. Ouais. L'horloge de l'Apocalypse n'a jamais été aussi proche de minuit, signifiant la fin du monde. Ah bon, minuit, c'est Nous la sommes à fin. 90 secondes de la la fin. fin du monde. C'est le temps donc qu'il nous reste avant la fin du monde selon cette horloge. Alors, le but de l'horloge est d'avertir la population sur le degré d'imminence d'une destruction de notre planète à cause des technologies dangereuses fabriquées par l'homme ou encore à cause, effectivement, de la production nucléaire. En ce mardi 24 janvier 2003, date de sa dernière mise à jour, l'horloge affiche désormais 23h58 et 30 secondes. Ouais. Elle n'a jamais été aussi proche du gong. Du gong final. Voilà. Pour les scientifiques, l'horloge est une métaphore, un rappel des périls auxquels nous devons faire face pour pouvoir survivre sur notre planète. Les chercheurs qui établissent l'horloge, l'horaire de l'horloge, sont des experts scientifiques spécialisés en technologie nucléaire et en sciences du climat. Ils consultent également des scientifiques qui évoluent dans différentes disciplines et aussi le comité des sponsors du bulletin composé entre autres de 13 lauréats du prix Nobel. L'horloge a été mise à jour 24 fois depuis sa création. En 1947, la guerre froide venait juste d'éclater et le risque d'une guerre nucléaire mondiale était considéré comme élevé. Mais la pendule n'affichait que 23h53. Je rappelle qu'aujourd'hui, elle est à 23h58. En 1953, suite à la production de la bombe hydrogène par les États-Unis, l'horloge affichait minuit moins 2. Mais elle avait été reculée jusqu'à 17 minutes avant minuit en 91 à la fin de la guerre froide. Ah, j'ai compris. Donc voilà. Autrement dit, c'est une horloge théorique abstraite, allégorique, ça, mais et quand les facteurs qui est alimenté de plusieurs risque, paramètres, effectivement. climatiques, et Ouais. puis aussi le comportement des humains, la bêtise humaine, C'est ça. l'aiguille va vers minuit, donc vers la fin de Aujourd'hui. Oui, oui, ça a le mérite, cette horloge, de rappeler que l'homme n'a pas toujours existé sur Terre, que le monde a fonctionné Ouais. et existé sans l'homme, et que C'est ça. l'homme, s'il est apparu, peut aussi disparaître. Complètement. Oui, c'est ça qu'on devrait comprendre. Et que peut-être que la planète va continuer sans nous. Ben, elle a commencé sans nous, elle peut continuer sans nous. Hein. Et puis les oiseaux vont revenir, et puis... C'est vrai qu'on est dans une période d'incertitude qui est assez... Oui, à Martinique, la végétation va recommencer, va reprendre. Les toucans, ce serait bien, hein? On nous parle de disparaître. Mais que là, Ouais, oui, mais d'imaginer que ça redevienne comme ils l'ont découvert, ça serait chouette, hein? Sans Covid, sans maladie et tout. Pourquoi pas? Alors ça, il y a des sectes écologistes qui prônent quasiment la disparition de l'humanité. Oui, de s'autoflageller, de ne pas faire d'enfants. Je ne veux pas allonger, mais ce qui est un peu embêtant, c'est ce qui se passe en Europe, c'est ça qui va détruire le monde, quoi. Et le monde n'est pas que l'Europe, quoi. Il y a l'Afrique, il y a l'Océanie, il y a l'Amérique du Sud, il y a... Tu vois, voilà. Bref. En tous les cas, pour nous donner un petit jingle pour nous faire respirer, et puis ensuite on passera aux actualités. C'est moi qui fais le recensement, je crois. Hein? Oui. nous, c'est Christian. Ou c'est Christian? Christian, moi. parle du recensement, mon ami. Ben alors, apparemment, il y aura un recensement nouveau. Oui, absolument. Et, c'est Et ce important. recensement, il est prévu... Il y a deux niveaux. Il y a du 19 janvier au 18 février pour les communes de moins de 10 000 habitants. Oui, OK? Et jusqu'au 25 février pour les communes de plus de 10 000 habitants. ça veut dire pour les autres. Quoi. Alors, en Martinique, qui est-ce qui a plus de 10 000 habitants? Rappelons, évidemment, Fort-de-France, Ouais. Lamentin, Ouais. Chelcher, Sainte-Marie, Ducos, Robert, bien sûr, François, Le Goumon, Rivière-Salée, Saint-Joseph, Trinité et Rivière-Pilote. 12 communes sur 34 ont plus de 10 000 habitants ici. L'objectif du recensement, c'est bien évidemment de connaître la population de chaque commune, en premier lieu. Il faut savoir que ces données servent à l'État pour fixer les montants de ses contributions aux communes. D'autres éléments qui sont importants, le recensement permet de déterminer le nombre de conseillers municipaux. Oui. Il permet de déterminer également le nombre de pharmacies par commune. Oui, Il c'est permet important, d'identifier les besoins de financement des équipements collectifs. Donc, tout ça, c'est très important. Alors, pour être plus concret, puisqu'on parle beaucoup de baisse de population ici, il faut savoir qu'en 2021, le taux de mortalité a été de 13,1%. Covid oblige, bien évidemment, s'il est en augmentation. Et il y a eu 3627 naissances en 2021, plus 2,8%. Donc, on voit déjà la différence entre bon. Le taux actuel de naissance ne permet pas d'assurer le renouvellement de notre génération. L'équilibre, oui. La situation est identique dans tous les domaines, mais
particulièrement plus importante à la Martinique. Or, d'autres indicateurs, entre 2010 et 2020, la proportion de 15-49 ans est passée de 46% à 37%. Deuxièmement, on a vu également un recul de l'espérance de vie, de 84 à 81 ans pour les femmes et de 78 à 74 ans pour les hommes. Laisse-moi compter ce qui me reste. Hop, vas-y. Voilà. Donc, les prévisions sont pessimistes. Ouais. Bon, on peut faire quand même quelques bémols, puisque vous savez que notre ami Eddy Marajo nous disait que le recensement, tout compte fait, il faut peut-être revoir. Quelles sont les méthodologies? Est-ce qu'on a compté le nombre de clandestins? Voilà, il posait certains problèmes. On ne peut pas compter le nombre de clandestins. Deuxième élément, il y a aussi des indicateurs qu'il faut prendre en considération. Le nombre de voitures vendues ne baisse pas. La consommation globale ne baisse pas. Je veux aussi citer le maire du Lamentin, qui, il n'y a pas très longtemps, il disait que lui non plus, il est parfois un peu sceptique, parce que sa commune a 39 000 habitants, et si elle passe à 40 000 habitants de manière officielle, ça veut dire que l'État aura plus de dotations à donner. Évident. Donc il y a peut-être des petites situations où l'INSEE... Enfin, je ne sais pas, hein, je répète un peu ce que j'ai pu comprendre. Voilà. En tout cas, il est urgent d'inverser la tendance et de trouver des solutions. Parce qu'à ce rythme, il faut savoir que nous aurons en 2042 286 000 habitants, au lieu de 350 et quelques milliers aujourd'hui. En 2070, nous aurons 212 000 habitants, si ça continue comme ça. Voilà. Et donc, selon tous les critères, on peut considérer que la subsistance de la population martiniquaise est menacée. Oui, mais je dirais que le pire n'est jamais sûr. Et donc, non, mais c'est vrai, donc moi je crois qu'il faut être optimiste. Moi, je reste sur la position que tout ça, c'est... Qui est-ce qui a intérêt à avoir un recensement précis? Ce sont les Martiniquais. Bon, pour avoir des dotations, comme Christian l'a si bien expliqué. Bon, qui c'est qui a intérêt à pousser l'INSEE à vérifier les enquêteurs? Qui c'est qui a intérêt à dire que le système qu'ils ont mis au point avec le système Internet, c'est ça. Ouais. Beaucoup de familles, extrapolations, oui, si on disait. Beaucoup de familles vont hésiter cette histoire-là. Ce sont les élus, c'est-à-dire il faut que les élus soient très attentifs aux modalités. Il faut que les gens qui sont conscients de cette population comprennent que c'est important de demander aux voisins est-ce que vous êtes fait recenser, parce qu'il y va d'une question de survie, je dirais presque alimentaire, du budget de la commune, les moyens donnés aux différentes collectivités pour subsister. Ça, c'est très important. Donc, ça paraît amusant, on se ressent, savoir combien on est. Non, ça a des conséquences extraordinaires sur la vie. Et puis surtout qu'on peut dire aussi, de façon très pessimiste, qu'on sera peut-être presque rien, on sera une centaine de milliers bientôt, on pourra toujours habiter sur les flancs de la montagne, puisque l'érosion littorale, Daniel... Oui, alors ça vision apocalyptique des choses. Non, ça fait plusieurs émissions qu'on a eu l'occasion de parler à la fois des conséquences du réchauffement climatique et aussi, le réchauffement climatique qui provoque la montée des océans. Et puis, par ailleurs, du fait de l'activité industrielle, humaine, l'érosion, donc ce qui fait que le littoral se réduit. Et donc les projections sont effectivement pas très optimistes, à tel point qu'il y a un décret qui a été pris l'année dernière qui signale que 13 communes sont concernées par l'érosion et par ce qu'on appelle le recul du trait de côte. Alors dernièrement, il y a quelques jours, il y avait une délégation des architectes de France avec la présidente, et qui s'est rendu au Prêcheur, puisque le Prêcheur est l'une des communes qui est la plus atteinte par ces phénomènes. Et pilote aussi dans les mesures. Oui, alors justement, j'y viens. Le Prêcheur a, en plus de ça, un autre phénomène qui est le phénomène des lares. Et donc, il y a quelques années, peut-être qu'on a oublié, mais régulièrement, la population était informée de ceux qui avaient des lares et la sonnerie retentissait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, d'une part, le maire ancien, Marcelin Nadeau, qui est actuellement député, c'est un militant écolo. Donc, ça veut dire que, depuis très longtemps, il est sensible à ces questions d'écologie, de réchauffement climatique et de mesures à prendre. Et puis que, depuis 2019, il y a un programme, qui est un programme national, programme Outre-mer, et qui est décliné à la Martinique par la DEAL et par la commune du Frontal. Depuis le 2019, il y a eu un concours d'architectes
pour penser comment réagir à ce phénomène d'érosion. Et cette réaction, elle était de deux natures. Principalement d'envisager comment reloger la population sur les flancs de la montagne Pelée, dont tu parlais. Et donc, imaginer un habitat. Alors, d'une part, il fallait délocaliser une école, mais en même temps faire de cette école un refuge en cas de cataclysme et de tremblement de terre. Et puis, à côté des habitats, pour permettre de loger 300 personnes quand même. Alors le prêcheur, c'est 1200 à 1300 personnes. Et il y avait aussi un autre objectif qui était d'utiliser des matériaux qui soient des matériaux bioclimatiques avec l'utilisation le plus possible de la production locale. C'est-à-dire qu'il y a eu, c'est pas seulement le bois, ça a été également le produit des lahards. Et donc il y a eu, depuis 2019, donc il y a eu ce concours d'architecture et il y a eu une mise en place à la fois de la DEAL, de la commune, mais également de l'agence des 50 pas géométriques, qui est maître d'œuvre pour aider à porter le projet. Ce qui fait qu'on a suivi les différentes étapes et pour montrer que effectivement ça avance, c'est-à-dire après le concours, après le projet, maintenant c'est la réalisation. On a montré comment sur les flancs de la Pelée, l'école va se construire, c'est imminent. Donc c'est pour montrer que 2019, la commune du Prêcheur, il faut que les municipalités soient vigilantes pour commencer à prévoir. Alors, il y a une première chose, me semble-t-il, c'est d'arrêter de construire dans les zones qui sont les plus vulnérables. Alors, il y a une loi qui est sortie l'année dernière qui empêche de délivrer des permis de construire. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose. Ou des permis de construire précaires ou sous conditions. Parce que ça ne sert à rien de permettre de construire si on sait que ça va disparaître dans 30-40 ans. Deuxième mesure, donc arrêter de construire dans ces zones. Deuxième mesure, freiner l'évolution. Donc il y a plusieurs choses. Il y a de la végétalisation, il y a de l'enrochement, il y a des digues. Donc il faut prévoir ça. Et puis, troisième solution, il faut commencer à repérer les zones qui pourraient accueillir des établissements, etc. Alors ce qui est plus facile pour une petite commune comme le Prêcheur est plus difficile pour de grosses communes. Mais n'empêche que c'est maintenant qu'il faut se poser cette question pour mettre en place une prospection, puisque, encore une fois, l'horizon, c'est 30-40 ans. Donc, il faut commencer à prospecter dès maintenant. Dans les archipels des des Kiribati, je ne sais pas si ça existait, et des Tuvalu, des îles entières sont en train d'être disparaître dans la mer, de même dans l'océan Indien, où plusieurs îles de l'archipel des Maldives sont déjà submergées et rendues inhabitables. C'est-à-dire que les gens ce sont des réfugiés climatiques. Aller sur le continent ailleurs. Où est-ce qu'on irait, nous? Guadeloupe, mais c'est quand même là. Où est-ce qu'on pourrait aller en métropole? Vous n'aimez pas le mot métropole? Là, le mot métropole prend tout son sens. N'empêche que je demanderai à l'architecte que j'ai rencontré très rapidement, il se reconnaîtra, ça ressemble un petit peu au disque des auditeurs, à l'endroit où on vend des téléphones, où il commence à m'expliquer l'entourloupette qui se fait autour de cette affaire par rapport au financement prévu par une loi française. Pas une loi tout court, il n'y a que les lois françaises qui s'appliquent ici, de reprendre contact avec moi pour qu'on continue ces débats qui étaient très intéressants. Mais là maintenant, on prend des rendez-vous pour réparer ses téléphones ou pour aller en acheter. C'est extraordinaire maintenant, voilà. Qu'est-ce qu'on peut bien voir comme sujet encore? Ah ben oui, un petit jingle, donc un jingle. Alors, société, j'ai choisi de vous parler d'une affaire qui pourrait nous concerner quand même, parce que nous sommes des consommateurs. C'est le riz basmati, un riz complet de la marque Toro Elé. Quel nom bizarre, Toro Elé, qui a été rappelé le mercredi 25 janvier à cause du fait qu'il est imbibé d'un pesticide interdit en Europe depuis 2020. Le pesticide en cause est connu pour provoquer un retard mental chez les enfants, sans maman. Non, sans maman, c'est une formule pour dire que c'est grave. Hein, c'est pas les enfants sans maman. D'accord. Les scientifiques estimaient déjà en 2015 à plus de 59 000. 2015, 59 000 le nombre de retards mentaux en Europe liés au. Alors, retenez le nom, ça va vous évoquer autre chose. Le chlorpyrifos, qui appartient à la famille chimique des organochlorés. Okay. Qu'est-ce qui appartient encore à la famille chimique des organochlorés?
Tu fais un Question. quiz, quoi. Tu fais un quiz. Oui, mais je réponds pas moi-même, je pose la question. Mais le chlordécone, tout simplement. Bien sûr. Bon, c'est-à-dire qu'on n'est pas les seuls, et c'est vraiment malheureux, pollués de par le monde à cause des industriels. La molécule est particulièrement toxique pour le développement du cerveau, comme je vous l'ai dit, mais depuis le fœtus des jeunes enfants, ingéré par la mère, selon un avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, ça s'appelle le FSA, qui a été publié en août 2019. Ce n'est pas la première fois que le chlorpyrifos se retrouve dans des paquets de riz. En 2021, déjà, le magazine 60 millions de consommateurs en avait détecté dans du riz vendu par la marque Toro Ailé, par la même marque. Ça serait Lustucru. Je dis les noms parce que c'est dans toute la presse. Lustucru et Lustucru évoquent des contre-analyses par des laboratoires accrédités, démontrant l'absence de toute contamination. Mais le commentateur de cette affaire dans 60 millions de consommateurs fait remarquer que ces contre-expertises, on ne les a pas, et qu'en plus, de toutes les façons, on ne publie pas, on se garde bien de publier, même sur le site. Il y a un site qui répertorie, le mot est juste, répertorie, tous les produits qui sont enlevés de la consommation et qu'il n'y a pas d'explication sur la composition exacte du pesticide, parce qu'il faut... Pour le chlordécone, on a fini par savoir, organochloré avec tel nombre de molécules, et puis on voit la forme, etc. Voilà. Voilà pour Société. Jingle encore à nouveau. Nous allons accorder un temps raisonnable, parce qu'il nous reste 20 minutes pour l'émission, à Gilles Élie Kozak, qui est un cinéaste, un homme de culture. Enfin, tu vas expliquer qui c'est, je te laisse. Oui. Je n'empiète pas sur ton temps. Oui, mais il y a surtout culture et musique, parce que la musique, il faut que nous ayons du temps, Christian et moi, pour en parler. Alors, pour revenir à Élie Kozak, il y a eu un focus France Télévisions sur une émission qui s'appelle La Première Séance avec Élie Kozak. Voilà. Et donc, c'était l'occasion de rappeler le parcours de cet homme qui est, je dirais, qui est à la fois auteur, qui est réalisateur et qui a fait un certain nombre de documentaires et un film de fiction. Et c'est un passionné de bande dessinée qui a été depuis sa jeunesse, qui est dans ce domaine de la production. Et ce qui est intéressant au niveau de ces documentaires et de la fiction, c'est que c'est très enraciné dans la culture caribéenne, mais c'est en même temps avec la patte Élie Kozak, qui est une forme de poésie. Et d'humour. Alors je prends quelques exemples. Au niveau du documentaire, le premier qu'il ait fait, c'était Étoiles. Et c'est une histoire fantastique. Donc c'est un homme qui pensait pouvoir aller sur la Lune avec une fusée. Et le carburant pour animer la fusée, c'était la poésie d'Aimé Césaire. Donc c'est fantastique. Donc, et c'était quelqu'un qui a fait suffisamment parler de lui pour que Élie Kozak en fasse un documentaire. Un autre documentaire dont on a... Je pense qu'on a des extraits de documentaires sur ces étoiles. On pourrait le passer maintenant? Si tu veux. Parce qu'on l'a. Au bout du petit matin, va-t'en, lui disais-je, gueule de flic, gueule de vache. Va-t'en, je déteste les larbins de l'ordre et les hannetons de l'espérance. Il lisait. Et avec cette même conviction, cette même détermination, il commence le cahier de votre pays natal qu'il déroule. Merci, on a dit. T'as décidé qu'à partir dans l'espace. Allô, nos étoiles, vous entendez? À partir du moment où quelqu'un a une conviction qui n'est pas tournée vers lui-même, mais qui est au service des autres, ah ben cette conviction-là, elle est noble. Saint-Wall. Ouais. Maman, c'est un des Martiniquais très intelligents. Eh ben oui. Tout à fait. Premier nom qui est Moses Alini. C'était un bel Maman, un grand pas beau pareil quand même. C'était un bel invention, mais c'était fait. Il travaille, on laisse ça. Et mais c'était des bonnes continuations. Continuez. Vous êtes un bon Martiniquais. Oui. Mon cas, c'est ça. Oui. Il avait l'intelligence. Eh ben oui. Ah ouais.
Alors, je crois qu'aussi il est important de signaler le documentaire Nous verrons Pelé sans payer, qui a été rediffusé au moment de la mort de Pelé, parce qu'effectivement, c'est là aussi un fait de société qui était quand même suffisamment important, puisque ça a pu générer le premier direct qui a de la télévision en Martinique. Donc, ce n'est pas... Pour calmer les foules. Oui, mais ça a été extraordinaire comme on n'a pas résultat. conservé ces images. Oui, non, on n'a pas le match en direct. Et le film de fiction qu'il a fait s'appelle Zépon, qui est dans le milieu du combat de coq. Et à l'heure actuelle, il prépare fiction et documentaire sur l'esclavage, sur les camps, et sur le cas en Guadeloupe, avec, alors moi j'attends parce que je ne sais pas de quoi il s'agit, mais Christian peut-être, le 8e rythme qui rend les maîtres fous. Ouais. Et donc moi je trouve que le cas. Oui, il y a un rythme particulier. Parce qu'il y a plusieurs rythmes. Dans le cas, tu nous avais expliqué ça. Oui, donc c'est le 8e rythme. Donc c'est à suivre. Il dit qu'il y en a jusqu'à un 8e qui rendrait les maîtres fous. C'est ça, c'est celui qui... D'accord. Et alors, donc, après le cinéma, le documentaire, nous allons parler d'André Berton. Ça, c'est... Je t'en prie, pour les choses en main. Oui. Voilà. Café littéraire de Tous Créoles le jeudi 9 février, sur ces pionnières noires de l'aviation. Alors, André Berton, c'est un journaliste professionnel et c'était un précurseur. Il a travaillé à Sainte-Lucie. Il a commencé à Sainte-Lucie quand RCI était à Sainte-Lucie. Et puis après, il a grimpé tous les échelons. Il a été rédacteur en chef, il a animé des émissions en direct, il a été grand reporter. Donc c'est quelqu'un qui a une solide expérience en matière de journalisme. Et c'est également quelqu'un qui est passionné d'aviation, qui a d'ailleurs... il est pilote lui-même, il a une licence de pilote privé. Et il a produit des essais et 2 romans. Et donc ce livre, Les pionnières noires de l'aviation, parle de 2 femmes. La première qui est Bessie Coleman, qui est une noire américaine et qui est la première femme noire américaine à avoir eu un pilote et qui a dû venir en France pour passer sa licence. Parce qu'aux États-Unis, on n'acceptait pas les Noirs. Et donc, c'est passionnant. Et la deuxième femme, c'est Marie-Claude Valide. Et alors, je me suis rendu compte en interrogeant les gens de la génération de ma fille, de mes neveux, qui ne connaissaient pas Marie-Claude, c'est-à-dire qui ne connaissaient pas la bataille qu'elle a dû mener pour que les liaisons soient ouvertes. On a oublié qu'il y avait un monopole d'Air France et qu'on ne pouvait prendre qu'Air France. Et donc, Bessie Coleman, Marie-Claude Valide, et puis ce qu'il appelle les héritières, c'est-à-dire qu'il donne le nom de toutes les femmes noires dans le monde, dans tous les pays du monde. C'est passionnant. Alors, ce que je voudrais signaler, c'est que c'est fait avec un style qui est un style très enlevé. C'est presque du roman policier parce que ça donne... on a envie de savoir, d'aller plus loin. C'est très, très bien écrit. Et oui, c'est très, très bien écrit. Donc, par conséquent, je dis que c'est vraiment à lire pour connaître ces expériences passionnantes et comment les femmes ont dû se battre, les femmes noires notamment. Il y a une amie qui m'a téléphoné hier en sachant que justement cet ouvrage de littérature est à l'ordre du jour du Café littéraire de Tous Créoles, en me disant qu'elle s'excuse de ne pas pouvoir y venir, mais qu'elle avait un témoignage à apporter et qu'elle était de ces jeunes qui y croyaient, donc qui partaient de Fort-de-France. Donc c'était son premier voyage en avion avec ses cousines, parce que le prix était excessivement abordable. Oui. Ils allaient donc à l'aéroport de Sainte-Lucie. De Sainte-Lucie, ils faisaient une escale au Baléares, enfin entre les deux, là, c'est peu importe, au milieu de l'Atlantique. Et ensuite, l'avion allait à Charleroi. De Charleroi, ils prenaient le bus et ils allaient rue de Thiobigo, où ils étaient accueillis avec Marie-Claude Valide qui les accompagnait. C'est une épopée, vraiment. Et à leurs yeux, Marie-Claude Valide, c'était des cousines. Marie-Claude Valide était une déesse, quoi. Mais quand on lit moi, j'ai découvert, alors que je la connais, que j'ai suivi tout ça, mais on voit le culot de cette femme, comment elle a osé, elle a franchi elle a forcé des portes pour arriver à des résultats. Et puis avec une vision sur
je veux dire, les relations pour pouvoir relier notre île, la Caraïbe au monde, c'est vraiment fantastique. Vraiment. Et puis vaincre toute cette chape qu'il y avait sur l'aviation, Air France, le monopole. Je ne supporte pas cette compagnie. Je suis à la télévision. Je suis à la télévision, pardon. Bon, parlons un petit peu de musique. Donc on va faire un petit jingle pour faire les choses légères. Jean-Paul Sohim, auteur et compositeur et cofondateur de Malavoie, on l'a oublié. Vous faites un duet, oui, un duo. Oh non, ah non, un duo. Surtout pas un duel, un duo. Alors si je ne vais pas du tout m'immiscer sur le terrain de Christian, le terrain de la musique. Mais si c'est un duo, c'est parce que Jean-Paul, que je considérais comme un frère, il y a des éléments, par le musicien, qui me semble important de rappeler. D'abord, quand il était jeune, Jean-Paul, c'était un militant. Alors, on parle beaucoup des Terres Saint-Ville, puisque Jean-Claude habitait les Terres Saint-Ville, et Christian redit souvent comment les Terres Saint-Ville ont produit beaucoup de musiciens. Mais les Terres Saint-Ville, c'est aussi le siège du Parti communiste martiniquais. Et donc, le Parti communiste avait une section jeune qui s'appelait la Jeunesse communiste. Et il y avait un certain nombre, à ce moment-là, de jeunes. Il y avait Gilbert Pagot qui habitait pas loin, il y avait Jean-Paul Sohim, et puis il y avait d'autres personnes, dont moi, qui fréquentaient. Donc on a eu l'occasion de militer ensemble, et aussi dans les lycées, puisque moi j'étais étudiante, mais j'étais très proche des étudiants de première et terminale, et on a créé Jeunesse d'avant-garde, le mouvement du 10 janvier, et Jean-Paul était très imprégné et très militant. Très militant. L'autre aspect que je voudrais rappeler, qu'on a oublié, c'est que les voyages de Malavoie l'ont emmené au Japon. Et Jean-Paul a été très inspiré par le Japon, au point d'apprendre le japonais, et aussi d'être inspiré par la spiritualité japonaise. Et il l'a traduit vraiment dans sa vie quotidienne et dans son imaginaire et dans sa créativité. Et par exemple, c'est un ikebaniste. Il a fait partie du premier club ikebaniste, et il était donc créateur de bonsaï. Et Jean-Paul, il a eu un certain nombre, il a eu le temps de participer à plusieurs expositions. Peut-on savoir ce que c'est qu'un bonsaï? Alors un bonsaï, savoir ce que c'est qu'un ikebaniste? Peut-on faire... Oui, alors un bonsaï, ce sont ces arbres que l'on taille de façon... Oui, de façon à ce qu'ils restent petits, mais ils peuvent porter et fleurs et fruits. Ouais. Alors, certains pensent que c'est torturer les arbres, parce qu'il y a une façon de les travailler pour produire cela. Et l'ikebana, c'est l'art des bouquets. Et on fait des bouquets avec des matériaux, pas seulement avec des fleurs. Et Jean-Paul aussi, c'est un auteur. Et donc, moi, j'ai porté quelques exemplaires que je montre. Alors, il y a une série, il y en a 6 de ces petits ouvrages, qui sont des ouvrages où donc Jean-Paul a des poèmes en créole qui sont traduits par Ina Césaire et qui sont illustrés par une japonaise. Magnifique. Et ce sont des petits ouvrages, ce sont des bijoux d'édition. 70 exemplaires, c'est le maximum qui a été tiré. Il y a même une édition qui a été imprimée en Irlande. D'autres, c'était en France. Et donc, c'est des ouvrages qui sont avec des illustrations qui sont magnifiques. Et donc, on voit toute la poésie de Jean-Paul Sohim. Et il me semblait important, au moment où on va parler de la musique, de rappeler d'une part l'ancrage de Jean-Paul aux Terres Saint-Ville, l'ancrage de Jean-Paul dans les luttes de sa jeunesse, et la dimension spirituelle et créative par les poèmes de Jean-Paul. Et donc c'est un petit coucou que je voulais faire à celui qui nous manque autant que Polo nous manque. Je ferai remarquer aux téléspectateurs, avec des informations qu'on ne retrouve pas sur le net, parce que sachez que lorsqu'on fait une émission comme ça, j'inspecte méticuleusement les sources qui peuvent exister.
tout ce que Daniel nous a dit n'existe nulle part, donc ça relève de son expérience, de sa mémoire, et de même que l'ancien directeur de la SACEM va nous parler certainement de choses. Oui, Jean-Paul, c'est vraiment un souvenir très, très affectueux, parce que, bon, pour situer les choses, Jean-Paul est né en août en 1950, il est mort en août en 2007. Un peu comme Paul Rosine, qui est né le 26 janvier et qui est décédé le 31 janvier, le même mois. Voilà, je rappelle ça symboliquement. Il est décédé d'une maladie génétique grave. Et je crois que sa famille, ses frères ont eu le même sort. Oui, ils sont plus là. Ça fait 11 ans qu'il nous a laissés. Alors, il était effectivement un musicien phare de Malavoie. Avec Polo, il concevait les choses. Alors, il est à l'origine de pas mal de choses. Zépin Kochi, par exemple, qui a caché l'amitié. Jean-Paul, c'est cette manière, cette métaphorique d'expliquer les choses, cet approfondissement du créole. Jean-Paul était spécialiste, d'ailleurs. Ça se voit, en fait, dans sa littérature, si je puis dire. Tu l'as dit, il est à l'origine de Malavoie. Il est à l'origine avec Mano Césaire, Christian Denegri. Et puis, il a aussi été le créateur du concept Matébis. Matébis, qui était un super Malavoie, et qui avait accueilli Tania Saint-Val, Edith Lefel, etc. Donc, c'était un homme très ouvert aux cultures universelles, comme tu l'as dit. Il était très ancré aussi. Nous avons eu l'occasion de créer une association qui s'appelait Potomitan. Donc, c'est bien. Parce qu'on avait réagi, si vous voulez, sur ce volume de publicité sur les produits importés qu'il y avait à la Noël. Et on avait créé un salon de la production locale à Thibom Village. C'est ça. Avec Jean-Paul Sohim. Il était très césarien. Il défendait Césaire. Il avait été très inspiré par la profondeur des écrits d'Aimé Césaire. Et sans être un fanatique, il expliquait. Il expliquait tout le temps pourquoi Césaire, comment Césaire, etc. Donc, je retiens ça de lui. métier, il était enseignant. Il était enseignant, absolument. Alors, on va peut-être faire un petit break pour écouter une de ses compositions. Alors, il a créé avec Raftamar. Raftamar a créé la composition et il a fait le texte de Sidonie. Une chanson qui a fait un gros succès. Monument. Monte Kakoui en Tantala, mange une Sidonie Kalazaza, souti bien filé accommodant, c'est si c'est des douets tout dans bon migan, Sidonie c'est six sous c'est dans miel, dans nuit c'est jour clair et ciel, la vie finit man la ça, belle balata pour la choupa, qu'on a bala Jacques Sidonie pas s'arrêter l'ové, Kalazaza a bien déguisé, si que la brille les masses la tombée, qu'on arrive moins t'es qu'à mijoter, on les enfouillé du fait, qu'on va souffler man pas ouais ça, belle balata pour la choupa. Sidonie ma fifi mettez moyen dans l'eau. Moi j'ai la mori ou t'es ma clio. Moi ça coui qu'on avale là. Mon caille coui qu'on avale là. Sidonie ma fille va valpati. C'est pas pour ça l'homme où nous finit. Si vous les dévirez pas réfléchi. Ouvrez des bois, mon outils. Premier coup la mort était surpris. À présent moi ni crédit. Sidonie dit allez quoi ça. Belle balata pour la choupa. Sidonie ma fifi mettez moyen dans l'eau. Sidonie cachette titine gloria. Alors, on a dit qu'il était ouvert aux cultures, mais il était ouvert tout simplement aux autres. Et dans son parcours, il a composé avec beaucoup de gens. Il a écrit des chansons avec Sonia Biroz, il a écrit avec Nicole Bernard, il a écrit avec Mario Canonge, avec Marc Sidalès Montez, avec Roland Brival. Donc on voit la diversité de collaborations. Ce n'était pas un artiste qui était fermé sur lui-même. Tu vois, il a écrit avec Tony Chasseur, avec Jean-Claude Nemro. Il était avant tout parolier, c'était ça. Il a composé peu de chansons, mais il a écrit beaucoup de textes. Donc Jean-Paul, c'est un souvenir merveilleux d'un homme, encore une fois, puisque je vous ai dit, on se réunissait à la SACEM, et c'était toujours surprenant, agréable, inventif et humain. Il avait cette sensibilité, cette capacité d'enrichir notre... Et puis aussi, on rigolait ensemble.
Donc, beaucoup de peine, quoi. Et je vous propose d'écouter une autre chanson que Jean-Paul a écrite, qui s'appelle, d'ailleurs, ça aussi, on le connaît, je pense que c'est En maniement. Ouais. Non, avant En maniement. On va finir En maniement. Voilà, on va écouter Médecin Si, d'ailleurs, qui a été... oui. Ça aussi, Mario Canonge et Rafta m'ont repris ce morceau. Effectivement, c'est Jean-Paul qui a écrit le texte de cette chanson. Si je suis venu ici ce soir, c'est pour le rhum et le chaud d'eau. Si vous n'en avez pas, qui riez. Si vous n'en avez pas, qui riez les sons. Médecin si, oh, rendez-moi mon automobile. Rendez-moi mon automobile pour m'en aller au bout du monde. En arrivant au bout du monde, moi tendais un bruit courant. Les moins mandés ça qui rivait. Je dis moi, fais la blonde qui en a violé en sol souris. Les esclaves aussi, avec classe aussi. 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 Médecin si, oh, moi vini yo ti ou souple. Les moins vini la première fois, yo di moi ou chipé. Cette émission est trop courte. Je vais demander à la direction de faire des émissions de 2 heures, après de 3 heures, puis après d'occuper toute la journée les ondes des Zitata. Notre émission, notre temps imparti est terminé. Je vous salue d'abord vous, je salue les techniciens dont je n'ai pas le temps de dire le nom, la direction, parce que je ne l'oublie pas pour rester dans ses bonnes grâces. Et puis, je vous dis qu'on va quand même terminer avec un petit morceau en disant quand même une chose, que des milieux que j'ai fréquentés, tous les milieux, je ne les citerai pas, c'est dans les milieux artistiques et les milieux musicaux que j'ai trouvé les âmes les plus superbes, les plus sublimes. D'ailleurs, l'un de mes meilleurs amis, Christian Mouton, est musicien, et son orchestre s'appelle Tafia Canfré. Mais nous en reparlerons à la semaine prochaine. Au revoir. En maniement. En maniement, je vous l'ai dit, en maniement, naturellement. La belle